Il y a fort longtemps, à une époque indéterminée, un groupe d'ingénieurs a créé une communauté avec le but de faire progresser l'humanité et la communauté, bien sûr, mais surtout l'humanité au sens large. Ensemble, ils ont posé des règles sur ce qui devait être fait et comment cela devait être fait. Depuis, la franc-maçonnerie a beaucoup évolué et surtout beaucoup changé. Et si certains restent très certainement fidèles aux principes d'origine, cette communauté alimente aujourd'hui beaucoup plus de fantasmes que de projets pratiques. Il y a un peu moins longtemps, une communauté de devs s'est réunie dans le but de rassembler les meilleures pratiques et de tout faire pour produire du code de qualité, le craftsmanship. Mais alors, le craft est-il la méthode pour coder? Fait-on du craft sans le savoir? Et surtout, quels en sont les rites initiatiques? Pour répondre à ces questions franches, je ne reçois pas George Washington, mais il s'y connaît en communauté. Cyril, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Cyril, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors oui, j'ai rien à voir avec tout ce que tu as évoqué tout de suite. Et tous ces mots-là, je ne me revendique pas du tout derrière. Mais donc, je suis Cyril Martraire, Cyriux sur Twitter. Petite info, c'était mon nom de DJ dans une vie antérieure. Je suis cofondateur d'Arola, un cabinet de conseil et de logiciels spécialisés qui rassemble une centaine de passionnés ES sur comment faire du bon code et comment le faire bien à plusieurs. Je suis donc fondateur de cette communauté Paris Software Craft qui s'appelait Craftsmanship à l'origine. Aujourd'hui, on dit Crafter, c'est plus inclusif. Et donc, j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Je suis auteur de 2 livres, l'un sur la documentation vivante, comment documenter sans faire de travail en plus, ou presque pas, et le Software Craft chez Duno, qui vient de paraître et qui est déjà un best-seller. On est ravis de ça avec 4 de mes collègues. J'interviens toujours auprès de clients, je donne des formations. J'en donnais une aujourd'hui sur Domain Driven Design. J'ai beaucoup parlé. J'interviens toujours en conseil chez des clients et j'aime ça. Une activité chargée, beaucoup de choses. Du coup, alors, est-ce que tu peux déjà nous présenter peut-être très rapidement ce qu'est le craft? J'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Quand j'ai annoncé qu'on allait parler de craft, il y a eu un débat assez long sur le Discord du podcast. Donc, c'est un sujet qui est acquis qui est connu, on va dire, en tout cas, de pas mal de monde. Est-ce que tu peux nous faire un portrait très rapide de ce que c'est? Alors, il y a beaucoup de définitions possibles du craft. Je préfère revenir à l'origine. À l'origine, vous savez qu'il y avait des process un petit peu longs avec des phases de très très longues. Puis ensuite, on a parlé d'agile. Comment bousculer tout ça et comment travailler plus efficacement. En 2001, l'agile, ça faisait vraiment du bien par rapport à notre façon de travailler à l'époque. Et puis, Scrum est devenu la norme de l'agilité et ça a déplu à beaucoup, dont moi aussi d'ailleurs. Hein. Et à ce moment-là, donc, il y a eu un contre-courant qu'on a appelé Software Craftsmanship au départ, qui vient de Chicago, puis qui ensuite a pris à Londres et que j'ai ramené à Paris. Ce mouvement visait à dire, faire de l'agile, ça suffit pas. Il faut aussi quand même prendre soin du code et être bon à faire du code, tout simplement. Empiler vite et efficacement du code, ça amène à rien de bien. Il faut aussi savoir quand même l'organiser, comment l'améliorer, etc. Et donc, c'est ça le craft à l'origine. C'est une réaction à l'agile mal comprise. Pour ceux et celles qui connaissent Extreme Programming, c'était aussi une tentative de renouer avec l'Extreme Programming, là où les gens n'avaient retenu que Scrum. Ouais. C'est un peu aussi une idée de... Parce que tu vois, quand tu parles de code de qualité, surtout qui tient dans le temps, forcément, on pense d'aide technique. Et si tu le mets comme ça par opposition à l'agile qui permet, comme tu le dis, d'empiler le code rapidement qui fonctionne, c'est un petit peu... la communauté des crafters, c'est un peu l'idée de contrer l'obsolescence programmée du dev, enfin du code. Alors, on n'est pas dupe, hein, le code finit toujours par pourrir, il y a toujours une entropie, et c'est nous qui sommes les bactéries qui le dégradent en ajoutant des ifs partout quand il y a besoin.
Et donc, c'est quoi les antidotes? Ben, il y en a plein. On cherche c'est comme on met la nourriture au frigo si on veut pas qu'elle pourrisse trop vite. Et ben, à la place, on adopte des pratiques, des réflexes d'hygiène. On peut parler d'hygiène de code, hein, finalement, pour ralentir ce pourrissement. Donc, c'est ça l'idée. Après, donc, bien sûr, il y a une boîte à outils qui va avec. Et cette boîte à outils, par contre, ben, on n'est pas religieux dessus. Tout ce qui est utile, on prend tout ce qui est utile. Il s'avère que depuis le début, l'approche test-driven reste un guide quand même super efficace. Qui tient bien. Alors là encore, je ne vous dirais pas qu'on peut toujours faire du test-driven partout dans toutes ces situations, ce serait mentir. Par contre, penser test-driven et essayer de s'y rapprocher, ça reste toujours utile, même s'il faut l'adapter très fort. Et puis donc, il y a plein d'autres trucs dans la boîte à outils. Hein. J'aime bien dire en rigolant que chez Arola, on est fan de tous les trucs en DD, TDD, BDD, Behavior Driven Development. En fait, c'est tout l'art de la collaboration et de la collecte, la compréhension du métier. Domain Driven Design, qui fait un peu double emploi avec le deuxième, mais c'est tout bien comment prendre des décisions techniques éclairées en les ancrant dans un raisonnement métier. Ça paraît une lapalissade et ça devrait l'être, hein. Mais c'est pas naturel c'est quand même des choses qu'on peut travailler et qu'on peut apprendre. Il faut pas oublier qu'on est dans une industrie qui est déformée par toutes nos histoires antérieures, pour des histoires de perf, pour des histoires de plein de bonnes et mauvaises raisons, mais il y a des choses, des fois, on a des religions en tant qu'industrie, on rêve par exemple de toujours tout unifier, mais l'unification, c'est du couplage. Et ça, on doit aussi finir par le comprendre et accepter d'avoir des bouts qui se répètent un tout petit peu, histoire d'être indépendant. Donc, on n'arrête pas comme ça de progresser. Et parmi des pratiques plus récentes, je pense tout ce qui est RX Extension, les observables, je pense à Property-Based Testing, je pense à, bien sûr, tout l'état de l'art de distribuer. Mais là, je veux dire, côté Leslie Lamport, côté ceux qui ont vraiment contribué à tout ce qui est distribué, l'Event-Driven Architecture, tout ça, pour nous, c'est aussi dans le craft. Ouais. Donc le craft, il est... Et avec mes collègues à Arola, aujourd'hui, on travaille à porter le craft aussi sur des terrains qui en ont besoin, comme tout ce qui est data, et tout ce qui est aussi smart data aussi, donc machine learning. Il faut savoir qu'on a là des groupes de gens qui font des choses très intéressantes, et c'est juste qu'ils ou elles n'ont jamais eu en tête que leur super algo, s'il marche bien, il va vivre longtemps. Et on va souffrir à cause de ça, parce qu'on n'y a pas pensé au début. Ouais. Comment est-ce que tu fais coexister toutes ces bonnes pratiques ensemble, parce que tu en as peut-être parfois certaines qui vont s'entrechoquer, voire même se contredire, notamment quand tu as des nouveaux paradigmes ou des nouveaux principes qui arrivent. À quel point tu peux virer un concept pour le remplacer par un autre, ou en adapter certains pour que tout ça fit bien ensemble? Alors, c'est très très bonne question. Tu as tout à fait raison qu'en fait, apprendre et progresser sur ce qui est déterminant pour nous aujourd'hui comme pratique, c'est aussi désapprendre. Par exemple, sans rentrer dans du jargon, mais si vous apprenez stratégique Domain Driven Design, il faut désapprendre l'idée de tout unifier, de ne rien répéter. Et ça s'oppose un petit peu à Dry, Don't Repeat Yourself, pour les intimes. Mais ça ne s'oppose pas en réalité. Et une des grosses idées du craft, c'est cette petite idée qu'il n'y a pas de meilleure pratique. Il n'y a que des pratiques adaptées à un contexte. Et il y en a même un jeu pour ça. Il y a des non-conférences craft, et on joue à un exercice qu'on appelle le catmatique. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de dogmatique. Le contraire de dog, c'est cat. Donc, c'est catmatique. Voilà, c'est complètement idiot comme blague, mais c'est très drôle. J'espère que vous êtes en train de vous poiler en écoutant. Mais donc, l'exercice de catmatique, ça consiste à prendre une pratique dont vous êtes fan et de chercher tous les cas où vous ne pouvez pas l'appliquer, pour bien avoir conscience des limites de ce que vous savez. Il n'y a pas de pratique qui marche tout le temps. Ça n'existe pas. Et de la même façon qu'il n'y a pas de langage de programmation qui marcherait dans tous les qui serait pertinent dans tous les cas d'usage. Et donc, on doit s'entraîner à penser contextualiser. Qu'est-ce qu'il me faudrait comme pratique dans tel cas? Et le craft, on ne va surtout pas en mettre partout. Il y a des bouts de code, ils sont tellement infâmes et on y touche tellement peu que la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Ouais, je vois. Mais alors, du coup, justement, tu parles de langage. On est comme dans un métier où il y a des nouvelles technos qui sortent à peu près tous les jours, en permanence. Il y a des technos parfois qui vont quand même changer drastiquement la façon de faire. Enfin, tu vois, l'event driven design, c'était quelque chose qui n'existait pas avant 2005-2007, grosso modo, qui était peu répandu, on va dire. Aujourd'hui, c'est presque le cas d'une bonne partie des applications qu'on ship aujourd'hui dans un environnement, on va dire, web. À quel point est-ce que ces paradigmes, parce
que le fait d'avoir une structure de code, enfin une logique qui est différente, ça impacte forcément ta façon de coder. Tout à fait. Tout à fait. Alors, bon, là, il y a la question de comment apprendre, mais c'est plutôt... En fait, non, même au-delà de ça, la question, c'est... Parce que tu vois, tu dis, il y a rien qui est universel. Mais est-ce qu'au final, les règles qui font qu'un code est un bon code, est-ce qu'on peut dire que c'est agnostique du paradigme et de la techno que tu utilises? Et du coup, tu as quand même des règles qui peuvent s'appliquer dans tous les contextes. C'est le fait que tout est contextuel, c'est toujours vrai aussi pour le code, hein. Bien sûr, si on a tous des contraintes dans nos projets, des choses qu'on n'a pas le droit de faire, des choses qu'on a le droit de faire. Et puis on a d'autres contraintes, par exemple, qu'est-ce qui est facile comme compétence, qu'est-ce qui est plus facile à recruter que tel autre. Ça fait partie de nos contraintes. Tout ça, ça guide, ça limite une partie de nos choix, évidemment. Mais là-dessus, je pense que j'encouragerais tout le monde à se faire une vision du sens de l'histoire dans notre métier et de savoir où vous voulez être dans cette histoire-là. Et un des dangers, c'est la nostalgie. Un des dangers, au fur et à mesure qu'on vieillit, un des dangers, c'est de penser que tout ce qui arrive, ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Parce qu'en fait, c'est vrai, hein, quasiment tout ce qui arrive, ça ressemble à un truc qu'on a déjà vu. Et ça, c'est un danger qui nous guette, exactement comme la plupart des gens, naturellement, on a tendance à être fan de la musique qu'on adorait quand on était ado. Ça, c'est un piège. Et je ne veux pas tomber dedans. Je fais attention à écouter de la musique d'aujourd'hui, à essayer de rester de mon époque. Et c'est vrai aussi en logiciel. Rester de son époque, ça veut dire que quand on voit arriver quelque chose de nouveau, même si dans ma tête ça déclenche, c'est le retour de ça. C'est le retour de ce truc. Par exemple, tu disais Event Driven. En 2000, on avait l'Event Driven. C'était dans le système pour faire des applis Microsoft. Il y avait une pompe à événements, il y avait tout ça. Et c'était la façon normale de coder. Mais c'était à un niveau, c'était dans une seule machine. Aujourd'hui, on le fait distribuer. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Et ce que j'invite tout le monde à faire, c'est à faire attention que quand vous avez un truc qui ressemble à un truc d'avant, c'est quand même de prendre un peu de temps, un peu d'effort, de chercher, mais qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans ce truc? Parce que ce truc vraiment nouveau, par contre, ça change tout. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup d'enthousiasme pour tout ce qui est serverless. Pour moi, c'est le sens de l'histoire. Et donc, par exemple, je zappe tout ce qui est Kubernetes et je vais directement regarder qu'est-ce qui se passe dans serverless et qu'est-ce qui manque comme maturité, qu'est-ce qui manque comme pratique, qu'est-ce qui est intéressant particulièrement. Et donc, on parlait de craft. Quel rapport avec le craft? Serverless, ça débroussaille un peu le craft, ça le dépoussière aussi pas mal et ça tire des nouvelles pratiques. En général, ce qui change, c'est que ça retire une contrainte. En serverless, ça retire plein de contraintes. Mettre une queue, mettre un bus, ça coûte rien. Donner accès directement à un storage à des utilisateurs, à des utilisateurs, ça se fait en serverless. Tout ça, c'est des choses qui étaient complètement hérétiques avant, dans des archis classiques, et qui deviennent possibles. Ça change quoi ensuite dans nos réflexes d'architecture? Ça change plein de trucs. Et donc, on doit réviser un petit peu notre gospel. On doit réviser un petit peu notre... je fais trop de métaphores religieuses, après j'arrête. Je déteste ça en plus. Mais ça nous oblige à réviser un petit peu nos habitudes. Et c'est ça qui fait aussi qu'on ne vieillit pas dans ce métier. Et alors, donc, du coup, toute cette démarche de craft, il y a une histoire d'une volonté de produire du meilleur code. C'est quoi? C'est pour le bien-être psychologique de tous les devs? C'est quoi le... Alors, un peu, mais pas que. C'est pas que centré sur les devs, hein, réellement. Le craft, c'est quand même un des mots qui revient souvent dedans, c'est cette idée de professionnalisme. Et je le dis avec un peu de moquerie parce qu'on y voit ce qu'on veut dans le professionnalisme, mais il y a quand même une volonté d'être vraiment, de participer vraiment à la création de valeur. Donc et bien sûr, vous connaissez un peu le dicton, en particulier si vous êtes en couple ou parent. Pour bien prendre soin des autres, il faut commencer par prendre bien soin de soi. Bon voilà, c'est juste ça qu'on applique en craft. Si je veux pouvoir dire oui plus souvent à des demandes d'évolution métier, il faut que je prépare mon code et tout ce qui va avec pour être capable de dire oui souvent. En général, ça supposera beaucoup de tests. Mais donc, du coup, c'est une bonne gestion de la dette technique? Tout à fait. Sachant qu'il y a des fois où, tout comme la dette financière, hein, parfois, on se met en faillite. On se met en faillite quand on a raté. Et on peut aussi choisir de s'endetter parce que c'est rentable. Ou ça permet d'obtenir un objectif plus gros. Si je crée une startup aujourd'hui, je pense que je ferai pas forcément du craft la première année, hein, parce que j'ai d'autres problèmes à régler, comme par exemple survivre. Ouais. Donc c'est effectivement quelque chose qui ne s'applique pas tout le temps, c'est-à-dire que tout est contextuel. Tu peux faire le choix de produire du mauvais code
et du coup être quand même au final dans une démarche craft, parce que du coup, tu appliques le concept que les règles ne s'appliquent pas tout le temps. Tout à fait. C'est quelque chose qui vient de Domain Driven Design fondamentalement. Hein. C'est que le Domain Driven Design contient une partie qui nous dit quand ne pas faire de Domain Driven Design. C'est très très honnête, c'est remarquable. Il y a d'autres pratiques qui le font, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Hein. Donc c'est vraiment l'apprentissage, mais c'est aussi l'apprentissage qu'il n'y a pas aucune recette magique. Et que quand il y a une bonne pratique, il y a l'anti-bonne pratique qui dit de faire le contraire et qui s'applique aussi à d'autres cas. Est-ce que, parce que du coup, dans craft, il y a la notion aussi d'artisanat, de réalisation avec ses mains. Est-ce qu'on pourrait dire au final qu'avec cette communauté des crafters, c'est un peu l'envie de faire un peu les mofs, de revenir cette notion d'artisanat, des meilleurs ouvriers de France, et donc d'essayer de voir un peu la crème de la crème, l'élite, peut-être pas au sens individu de ce que je comprends, mais plus sur c'est comment est-ce qu'on fait les choses bien, parce qu'au final, tu vois, un mof pâtissier, il connaît la bonne façon de faire un bon croissant, il sait le faire, il sait l'appliquer, quelle que soit la taille de sa cuisine, au final, tu vois, il sait s'adapter. Est-ce que c'est, tu vois, le craft, c'est un peu le mof du dev? Je dirais pas ça, mais je dirais pas ça parce qu'il y a quand même un élitisme très très marqué, mais il y a des côtés qu'on va prendre qui nous intéressent, hein, peut-être sur tout ce qui est MOF, c'est plutôt l'envie à titre personnel de vouloir faire le mieux possible. Le fait d'inspirer aussi, de montrer qu'on peut faire un pain au chocolat meilleur que ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, je prends. Hein. Par contre, le côté c'est réservé. Il n'y a pas beaucoup de place, MOF. C'est réservé à quelques-uns, souvent quelques-uns d'ailleurs. Et puis, donc tout ça, je ne prends pas. Artisan, par exemple, quand j'ai créé la communauté parisienne, je n'ai pas voulu traduire. Les connotations artisan, compagnon, elles ne collent pas bien. Franc-maçon, encore moins. Pourquoi? Parce que tout ça, ça tire des histoires de secrets, de groupes sectaires, de entre-soi, certainement pas ce qu'on met en avant, en fait. Une des valeurs du craft, c'est aussi le partage. C'est donc la transmission. Dans le compagnonnage, il y avait dans l'artisanat, et tu as quand même la transmission, le partage, le fait d'élever des gens sur ces métiers-là. Ça, on pourrait prendre. Je suis allé voir la maison des compagnons, voir un petit peu ce qu'ils avaient. J'ai même acheté quelques littératures pour comparer, mais il n'y a rien que j'ai envie de mettre en avant là-dessus de comparable, parce que je ne pense pas que ça apporte les messages intéressants. Et puis entre nous, dans l'histoire du craft, c'était une réaction à des abus. Si le jour où on n'observera plus les abus, il n'y a plus besoin de craft. Et j'ai aucun problème à laisser mourir ce truc. C'est une période dans l'histoire. C'est un petit peu comme si vous allez à Pompidou. Je suis fan de Pompidou, j'y vais tout le temps. Et mon premier livre, il a même le centre Pompidou en couverture. À Pompidou, quand vous vous promenez, il y a plein d'œuvres, elles vous interpellent et d'autres, elles ne vous interpellent pas. Mais on oublie qu'elles ont toutes interpellé à une époque, parce qu'elles s'opposaient à ce qui se faisait. Et l'agilité s'est opposée à ce qui se faisait. Puis maintenant, quand vous voyez comment l'agile est pratiqué, ça ne s'oppose pas à grand-chose. Hein, on a plutôt envie de s'opposer. Ouais. Et le craft finira pareil, clairement. Il y a déjà des gens qui font mauvaise presse au craft. Et c'est pas grave. Il ne s'agit absolument pas d'être attaché à ce truc. J'ai poussé ce mouvement à un moment donné, je le pousse toujours, et il y a toujours des choses à faire avancer. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont encore des énormes chantiers d'amélioration avec le craft. Mais quand on l'amène en entreprise, on fait très vite la part des choses. Je suis toujours très clair sur les messages. On ne mettra pas du craft partout et on ne mettra pas tout le craft. Même à un certain endroit, on ne mettra pas tout. Et ce ne sera pas pour tout le monde. Ce sera pour les endroits et les personnes. On leur amènera ce dont ils et elles ont besoin à cet endroit-là, contexte par contexte. Il ne s'agit pas d'étaler de la confiture craft partout et puis d'être content à la fin. Non. Il y a une question d'économie dans l'histoire. Ce que je trouve intéressant, mais du coup que j'ai quand même envie de creuser dans tout ce que tu évoques, c'est que tu nous as parlé du coup surtout du DDD, du TDD, du BDD, donc tu nous as fait toute la liste des la panoplie craft. La panoplie craft. Et pourtant, tu vois, quand je te parle d'artisanat, tu me dis que cette partie des MOF, le côté élitiste, ça te plaît pas, l'entre-soi et compagnie. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ce que tu rejettes du coup de ces métiers, ce que tu rejettes entre guillemets de ce métier d'artisanat, c'est le côté interaction entre individus. Qui ne correspond pas à certaines valeurs. Voilà, c'est trop fermé. Mais donc, du coup, le craft, ce n'est pas uniquement des bonnes pratiques. Il y a aussi une question de valeur en termes de comment une équipe doit fonctionner, se structurer, se positionner. Ça vient, on prend les valeurs de l'agilité là-dessus. Hein, c'est les mêmes que celles que vous connaissez. Donc,
En général, ça amène toutes les choses de bienveillance, le droit de faire des erreurs, de pas en souffrir, le droit de proposer des trucs idiots et d'être bien reçu, le droit d'essayer des trucs idiots. J'ai adoré ce message de Susan Kaiser. Essaye, tu vas apprendre quelque chose. En fait, tous ces comportements, le fait que ce que j'ai dans ma tête, c'est pas facile de les essayer de le passer dans ta tête. Et tu le sais, je le sais. Comment on va faire ensemble pour arriver à passer ce qui vient d'une tête à l'autre tête le mieux possible et qu'au passage, ce soit agréable. Mais rien de très révolutionnaire dans tout ça. Il n'y a pas besoin de dire craft pour dire ça, d'ailleurs. Donc, il y a tout ça. Et puis, mais il y avait un dernier point qu'on n'a pas mentionné dans le craft d'origine, c'était un petit mouvement aussi revendicatif. C'est que je pourrais résumer par « laissez-nous faire bien notre travail, bordel ». Donc ça, ça s'adressait plutôt à ceux et celles qui nous gouvernent et dont on dépend. Alors, il y a un dernier point que j'aime moyen dans tout ça, dans le craft, et là-dessus, je prendrai encore du recul, c'est qu'on reste dans une éthique de faiseur et d'exécutant au bénéfice souvent de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, exactement comme les compagnons d'ailleurs, hein, les compagnons construisaient des cathédrales, ils développaient un savoir-faire immense dans le taillage de pierre et tout ça, dans la taille de pierre, pardon, mais au bénéfice de gens qui les payent et qui tirent tout le prestige de la cathédrale. Et donc c'était un autre type de revenu, et aujourd'hui, quand on est dans le craft, c'est un des points dont on doit être conscient, c'est qu'on reste dans cette optique. Et il ne faut pas rester prisonnier de ça non plus. Et vous pouvez donc aller à la communauté craft, etc., travailler votre art, mais ça ne vous empêche pas, si vous en avez l'envie, de briguer à créer vous-même une entreprise, par exemple, ou à briguer à un poste de CTO, ou à briguer à un poste, pourquoi pas, de pouvoir. Ça ne doit pas vous empêcher du tout. Il n'y a rien qui dit que quand on a grandi, qu'on a commencé dev, on doit rester dev pour toute sa vie. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de plafond. Et je regrette des fois qu'on se met des plafonds soi-même en disant « je resterai toujours dans cette bulle ». Non, il n'y a pas de règle. Si vous voulez voir ailleurs, essayez. Vous pouvez faire des erreurs, mais vous pouvez aussi réussir. Ouais. Donc, cette revendication de laissez-nous faire du code propre comme on veut, c'est aussi donc c'est une espèce de reprendre la propriété de ce qu'on produit. Il y avait un peu de ça, parce que quand même en 2000 et même encore plus récemment, il y avait quand même cette idée qu'il fallait qu'on ait juste des pisseurs de code. Et ça, c'était vrai que c'est pas très agréable. C'est ce que j'évoquais. En 2000, coder, c'était sale. Oui, c'était effectivement un métier très d'exécutant, de pisseur de code, quoi. Il y avait un côté, et puis c'était fait par... Et puis beaucoup pensaient que ce serait bientôt fini parce qu'on allait enfin avoir des technologies qui rendraient complètement inutile de coder. Et alors, justement, le machine learning arrive et ça rend inutile de coder pas mal de trucs. Est-ce que ça veut dire qu'on va disparaître? Est-ce que ça veut dire que toutes ces pratiques de techniques vont disparaître? La réponse après la coupure pub. Non, je rigole. La réponse tout de suite, bien sûr que non, elles ne vont pas disparaître, les pratiques. Pour vous donner une anecdote, je discutais avec Sandro, donc le créateur de la communauté de Londres, au dîner des speakers d'Evox. On était sur le trottoir et on a vu une vieille dame qui promenait son chien. Elle s'est intéressée à ce qu'on faisait, on lui dit qu'on est dans le développement, et elle était aussi dans le développement dans les années 70. Et on lui disait que collecter un besoin, c'est difficile. Et c'est ce qu'elle nous répond. Elle nous dit « Ah oui, je me rappelle, pour nous aussi, c'était difficile de collecter un besoin. » Et ça n'a pas changé. Et même si on passe à des technologies magiques où il suffit qu'on parle et le code sort tout seul, ou le système fonctionne tout seul et on ne sait même pas comment il est fait, on n'a même plus besoin de s'en soucier, il nous restera toujours des problèmes qui demanderont quand même une compétence particulière. Et ce sera quoi, ces compétences particulières? Une capacité à se concentrer, à formaliser les choses précisément jusque dans les détails, à se préoccuper des effets secondaires. Vous savez, quand on entraîne un algorithme de machine learning, on doit soigner les exemples qu'on lui donne. Autrement, notre algo devient raciste, sexiste, tout ce qu'on peut lui reprocher. Hein. Donc, il y a une attention sur tout ça, c'est des risques, exactement comme on a des risques nul pointeur exception aujourd'hui, et exactement comme on a des risques de fuite mémoire dans des langages non managés. Il y a toujours des trucs d'attention comme ça qui resteront immuables, et ça restera un métier intéressant à faire, et on continuera de prendre du plaisir à le faire. Ouais. Enfin, espérons, mais c'est bien parti en tout cas pour qu'on continue à en profiter, quoi. Mais donc, du coup, sur cette partie de responsabilisation, on va dire, de reprise du contrôle, au final, c'est un peu une démarche marxiste, pardon, cette espèce de reprendre comment dire, je sais plus quelle est la phrase exacte, excusez-moi si je me trompe, mais c'est l'ouvrier qui reprend la propriété du moyen de production. C'est ça un peu le...
C'est vrai qu'on pourrait lire ça. Je ne vais pas revendiquer ça, mais je ne connais pas assez Marx en plus, non plus pour confirmer ou pas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai plein d'amis qui se revendiqueraient plutôt de l'anarchie, ce qui est une frange un peu extrémiste, un peu de tout ça, mais non, enfin, il ne s'agit pas du tout d'effrayer. Pour ramener un petit peu le sujet, si je voulais résumer le craft, c'est une histoire d'économie. Si les pratiques qu'on va retenir, c'est les pratiques qui vont faire en sorte que notre code, la qualité de code, c'est de l'économie dans la vie longue. Il y a un mot moche, mais c'est le coût total de possession, comme on disait il y a longtemps, mais c'est un mot moche, mais c'est quand même ça qu'on vise. C'est sur un logiciel qui va probablement durer 15 ans. L'idée, c'est qu'il coûte pas cher pendant les 15 ans, voire même qu'on puisse le faire durer 20 ans. Et il aura coûté encore moins cher. Et au passage, on sera dans une certaine frugalité aussi. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un logiciel est en faillite, on doit le réécrire. C'est pas très bon pour la planète non plus. Il y a tout un effort de temps de développement, etc., qu'on finit par mettre à la poubelle et qu'on recommence. C'est faire durer des logiciels. Le craft, il y a un côté logiciel durable. Ouais, je vois. Et alors du coup, dans cette démarche que tu annonces, parce qu'ils sont plutôt bénéfiques, positifs, utiles, quels sont les freins qui peuvent exister au craft? Alors, le plus connu, le plus gros, c'est que c'est toujours pas assez connu, hein. Et l'autre, c'est qu'il y a des endroits où c'est déjà trop connu, et donc ça, exactement comme l'agile, il y a toujours un phénomène où les trucs populaires tournent mal. Parce qu'ils sont déviés. Parce qu'ils sont déviés, voilà. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, si je vous dis, selon à qui je parle, si je dis agile, c'est un compliment ou c'est une insulte. On en est là aujourd'hui. Et donc, pour le craft, il y a déjà un début de ça aussi. Il y a déjà des endroits aussi où ça n'a pas forcément super bonne presse parce qu'on est déjà dans des dérives, notamment des dérives sectaires, dogmatiques, absolutistes. Donc tout ça, je rejette. C'est pas ça qu'on voulait à l'origine. Ouais. Oui, mais c'est effectivement à ce moment où tu commences à regrouper l'ensemble des bonnes pratiques, tu as forcément des gens qui vont considérer que si leur pratique à eux n'est pas dedans, c'est que ton set de règles à toi est un précepte. Exactement. Et je pense que ce qui va tuer le craft, c'est que la boîte à outils se renouvelle pas assez. Ou que si elle se renouvelle, ça se sait pas. Par exemple, chez Arola, on renouvelle la boîte à outils, on la modernise abondamment. Mais il s'avère que la littérature qui nous sert toujours de référence, elle est toujours coincée en 2009, entre 2009 et 2013, quoi. Et donc, elle se renouvelle pas assez. Mais c'est pas très grave, hein. Un jour, on aura d'autres mots. Et par exemple, avec Serverless, je vois le craft revenir très très fort, mais sans en parler, parce qu'en Serverless, si on fait pas du bon code, ça se voit tout de suite, on le paye dans la conso. Ça, c'est un super truc. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des pratiques qui nous disent « ce serait bien que tu fasses ça parce qu'en général, ça va t'aider, tu as plus de chances d'avoir bon que d'avoir faux », là, maintenant, on aura des mécanismes qui vont nous dire « tu t'es planté, ça coûte trop cher, vite refactor pour que ça coûte moins cher ». C'est top. Ouais, de la même manière que le FinOps fonctionne très bien avec le GreenOps parce qu'en fait, il y a une démarche d'économie, quoi. Et voilà, c'est des mots-clés à surveiller. Mais donc, ce qui veut dire qu'au final, c'est cette démarche capitalistique qui pourtant a été relativement néfaste à la planète vu l'état dans lequel on l'a mis jusqu'à aujourd'hui, est en fait la solution pour que les choses se passent mieux après? Alors ça, j'ai du mal à y répondre. Il y a un paradoxe qui fait qu'à chaque fois qu'on est plus efficace sur l'utilisation d'une ressource, on en consomme toujours plus. Donc, bon, après, notre boulimie de logiciel, elle n'est pas prête de s'arrêter, et donc autant le faire bien quand même, hein. Ouais. On est dans un corner, là, hein, dans le sujet. Je pense qu'il est temps de... Oui, non, parce qu'on a pas mal dévié. Attends, du coup, j'en profite, je lis le chat pour retrouver. Donc, Mickaël nous dit dans le chat, le clean code, on passe plus de temps à lire notre code qu'à l'écrire. Tout à fait d'accord. Donc, pensez... Attends, il faut que je cache le truc. Donc, pensez en écrivant à notre futur, nous le lisant ou redécouvrant. Oui. Le code, tout ce qu'on produit a une valeur documentaire. C'est un des gros thèmes de mon livre, hein, d'ailleurs. Et c'est comment faire en sorte qu'en faisant mieux notre travail, le travail qu'on a fait soit la propre documentation de ce qu'on a fait. Ça passe souvent par hacker un peu le système. C'est un mot que je déteste. En fait, c'est le contraire du craft, c'est le hacking, entre parenthèses. Mais pour être plus il y a une bonne façon de hacker le code, c'est de l'augmenter. Par exemple, Java, d'ajouter des annotations pour expliquer ce qu'on a voulu faire, le pourquoi. Que Java, ça vous a pas échappé. Il n'y a rien pour dire le pourquoi de ce qu'on fait, hein, dans Java.
Java n'a pas besoin de ça pour fonctionner. Si on veut que notre code soit un maximum auto-documenté, il faut lui ajouter ce qui manque, notamment le pourquoi on a fait ça. Et donc, il faut pour ça trouver des astuces pour l'ajouter. Et le mieux, c'est de le mettre au plus près de ce qu'on a construit. Parce qu'après, quand on lit ce code, le top, c'est d'avoir toutes les infos devant nous. Ouais. Et alors, il n'y a pas que le code, il y a les tests aussi. Par exemple, je suis assez fan de ArcUnit, un framework de test qui va tester votre architecture. Et les règles de test, vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Le jour où vous ne respectez pas l'archi, ping, il y a un test qui plante et qui vous dit que vous n'avez pas fait un truc comme il aurait fallu. Et là, vous pouvez bien sûr le changer. Aujourd'hui, vous pouvez changer d'avis. Ou alors, vous pouvez corriger. Et c'est la documentation idéale. Elle s'impose à vous au moment où vous en avez besoin. Donc, c'est ça tout l'effort de faire du code pour demain. Donc, je te rejoins complètement là-dessus, Mika. Et j'ajouterais aussi, par contre, que s'il y a du code que vous savez que vous ne lisez pas et que vous ne lirez jamais, tout ce qu'on a dit là, c'est pas la peine. Contextuel. Ouais, c'est pas la peine de s'embêter à commenter un truc qui sera jamais lu. Exactement. Il y avait une blague il y a longtemps de code write only. Je suis sûr qu'il y en a des bouts dans votre système. Des bouts de code, ils ont été écrits et on ne peut jamais les relire. La blague, c'était pour Perl. Donc c'est vrai que c'est souvent une blague sur les regex. Ouais. Ça s'écrit, mais ça ne se lit pas. C'est ça. Alors justement, du coup, dans le chat, on dit aussi qu'au final, on dev plus pour les autres que pour soi-même. Parce que tu as les utilisateurs, les autres devs, les autres membres de l'équipe, et que donc tu te retrouves en fait plus souvent à coder pour quelqu'un d'autre que pour toi-même. Tout à fait. Et même moi-même, dans 3 mois, c'est comme quelqu'un d'autre. J'aurais tout oublié. Et d'ailleurs, plus un système est vaste, plus tout est complexe, je blague souvent en disant que j'ai adopté un mode de travail stateless. C'est-à-dire que je m'assure que quand j'ai fini quelque chose, je peux l'oublier complètement et que la prochaine fois que je devrais y revenir, je pourrais me réhydrater dans l'état où j'étais avant de le quitter. Donc, c'est vrai pour tout le travail avec la prise de notes. Donc, ça, bien sûr, ça s'appuie sur de la prise de notes pour toutes les tâches ordinaires. Dans le code, l'idée, c'est que le code lui-même soit sa propre référence qui rappelle où on en était. Et donc, en Craft, il y a une idée comme ça, c'est de dire que quand on s'arrête en fin de journée, il faut laisser un test qui ne passe pas. Parce que le lendemain matin, ça vous donne le curseur d'où vous êtes pour le prochain truc à faire demain matin pour reprendre. C'est un exemple de travail intégré, de prise de notes intégrée dans votre boulot. Okay. Et puis, il faut savoir aujourd'hui aussi qu'on s'attaque à des problèmes d'une complexité qu'on n'aurait même pas osé attaquer il y a 20 ans. Et donc, ces problèmes complexes, on ne peut plus les faire tout seul. C'est ça la vraie cause. Notre ambition, on s'attaque à des trucs qui sont d'une complexité. Il y a 10 ans, ce qui m'avait motivé, c'était l'impression que le logiciel devenait biologique, tellement il était complexe. Comment on testerait un chat? Toute une question. Et un logiciel complexe, il a tellement de modes de comportement qu'on pourrait dire qu'il est de mauvaise humeur aujourd'hui et voilà, etc. On en est presque là. Donc, l'état de l'art, c'est comment arriver à garder le contrôle d'un truc qui devient d'une complexité folle. Mais est-ce qu'au final, les logiciels sont effectivement plus compliqués que ce que c'était il y a 10 ans ou il y a 15 ans? Ou c'est juste que, de part, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est pendant le compilé ou pendant l'interlude ou au début de l'épisode, mais de par le fait que les techno évolue, on peut faire de plus en plus de choses. Et donc, en fait, les choses simples... les deux. Tu vois, c'est les moyens qui font qu'on peut s'attaquer à un truc plus complexe. Ouais. Mais du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que les logiciels étaient tout aussi complexes il y a 10 ans. C'est juste qu'en fait, il y avait des trucs qui étaient qui sont simples aujourd'hui, qui étaient compliqués à l'époque. Ça, je te l'accorde. Complexe, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Si cette complexité, c'est la complexité à laquelle on s'attaque nous. Oui. Effectivement, c'était même plus compliqué. Gérer sa mémoire, tout ça, c'était très compliqué. Même communiquer sur un réseau, c'était très compliqué il y a un certain temps. Mais c'est ce qui faisait que en fait, tu avais des programmes qui avaient si peu de capacité. C'est qu'en fait, tu passais tellement de temps à bosser sur la complexité de juste communiquer avec une autre machine. Voilà. Il y avait une taxe technique énorme. C'est ça, il y avait une barrière à l'entrée qui était ouf. Voilà. En l'abaissant, cette barrière, sans surprise, ça devenait facile, donc on en fait plein. La nature horreur du vide. L'écosystème de code tout fait disponible n'a jamais été aussi immense. Déjà, presque quand Java est arrivé, on pouvait déjà, si on avait besoin d'un truc, le premier réflexe, c'était de le chercher tout fait. Après, ça s'est répandu à tous les autres langages, et aujourd'hui, on a tout ça, et en plus, on l'a en version SaaS, managé, administré, tout. Donc, tout ça, bien sûr, c'est un principe de base, le Wordley Mapping, si ça vous intéresse, je vous expliquera aussi tout ça, mais c'est un principe de base que plus il y a de quantité de boulons et d'écrous disponibles, plus on construit des machines compliquées avec.
Et oui, tout ça est infini. Mais à un moment donné, cette complexité nécessite des compétences et des talents qui n'existent pas dans une seule tête. Et on aura toujours donc des ambitions qui impliqueront toujours plus de monde. C'est pas juste la capacité, c'est pas juste le temps de faire tout le travail. C'est même qu'on en est à des points où, encore une fois, Suzanne Dora le mentionnait, c'est qu'on ne peut pas tout savoir. La quantité de choses à connaître dans notre métier aujourd'hui est tellement considérable, donc on est obligé de prendre une tranche, de se dire je me spécialise dans un sous-domaine, dans un sous-ensemble de... Et pour tout le reste, bah, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Donc la partie collective, elle n'est pas prête de disparaître. Hein. Et donc, comment bien savoir gérer ça? Donc aujourd'hui, par exemple, si tu me demandais comment je me définis comme rôle, je dirais architecte socio-technique, parce que la technicité dont j'ai besoin pour être juste, c'est un mélange de technique, bien sûr, domaine driven design, l'architecture distribuée, codée, mais aussi social, des groupes de personnes qui essayent de collaborer efficacement en passant pas trop de temps en réunion. Pas mal. Ça fera la citation, alors pas tout parce que la phrase est un petit peu longue, mais ça fera en tout cas la citation de l'épisode. Sur cette partie, donc on a aussi parlé de la dette technique. Tu as évoqué le fait que le toit dans 3 mois n'est pas le même que le toit d'aujourd'hui. Il y a du coup effectivement la question de quand tu fais du craft et que tu relis ton code d'il y a 3 ans. Alors il y a un message dans le chat de Mika sur le clean code qui nous explique que quand tu fais du clean code, tu es censé avoir un sentiment de fierté quand tu repasses sur ton code parce que tu as réussi à améliorer quelque chose qui était déjà propre. Et donc, une espèce de. Mais comment est-ce que, du coup, dans cette démarche de craft, tu corriges ou tu améliores ton code au quotidien et tu gères ta dette technique, du coup? Je pense que la meilleure réponse, c'est à plusieurs. C'est le comment. Si c'est comment le faire, c'est à plusieurs et je mettrai l'ego en dehors. Même cette petite satisfaction, je la mettrai de côté. Il y a longtemps, je signais mon code. Puis après, j'ai appris à pas le faire. C'est pas utile. Donc le meilleur antidote à faire des choses. Comment savoir? Test driven, c'est de se dire on commence par le but. Comme ça, au moins, on a une chance de l'atteindre déjà en y pensant. Et ben, si on veut que mon code soit facile à relire, le plus simple, c'est de commencer tout de suite par le faire relire. Donc autant commencer tout de suite avec quelqu'un à côté de moi. Et même si on veut qu'il soit relu par tout le monde et compris par tout le monde, autant le faire ensemble à plein. Mob programming, ensemble programming. Il y a beaucoup plus que ça dans cette idée, hein, mais c'est le meilleur antidote. Hein. Et en plus, on aura toutes les idées de tout le monde pour expédier vite un problème. Et si on rentre, parce qu'on a plein de travers hein, quand on est dans le développement, hein, par exemple le travers de dire « Ah, ça a l'air marrant, tiens, je vais sauter sur tel algorithme, là c'est une place pour enfin faire l'algorithme que je rêve de faire depuis des années. » Et si tu as 3 copains autour et copines autour qui te disent t'es sûr non, il n'y a pas besoin là. Hein, non. On peut juste y arriver avec ok, bah tant pis. Et le code est mieux. Ok. Moi, j'aime beaucoup le mob programming. C'est un truc que j'ai découvert assez récemment. Et c'est assez contre-intuitif de se dire qu'au final, en codant à plusieurs, tu es plus efficace que chacun codant ensemble. Ça fait partie des best practices évoquées par le craft. Complètement. Alors, je l'ai complètement oublié tout à l'heure dans la liste, mais pair programming, mob programming, c'est complètement des pratiques qui sont venues un peu après, effectivement, mais elles marchent du tonnerre. Le mob programming, encore une fois, si vous découvrez, vous allez être choqué. Dire, mais c'est n'importe quoi, 6 personnes travaillent sur une seule tâche à la fois, c'est gaspillage de dingue. Après, je vous pose la question, qu'est-ce que vous cherchez à optimiser vraiment? Si vous cherchez à optimiser la livraison de features, là, ça prend énormément de sens. Pensez à une tâche qui commence, quelqu'un la commence tout seul, puis coince. La question, la réponse, elle est chez quelqu'un d'autre. Sa prochaine dispo est dans 2 jours pour une réunion. Votre temps de livraison, il vient déjà d'exploser. Et ensuite, il faut encore une 3e personne, etc. Plus vous attaquez des problèmes compliqués, plus vous avez, si vous optimisez pour le temps de finir, plus vous avez besoin de tout le monde tout de suite à côté de vous. En plus de ça, quand on est comme ça en mob, on a tendance à un moment donné, les problèmes commencent à se ressembler, on les automatise, ce qui fait qu'à un moment donné, tous les problèmes qui arrivent, ou bien c'est des problèmes non automatisables et qui méritent l'attention de tout le monde parce qu'ils sont rares et uniques et difficiles, ou bien ils sont automatisables, ils sont simples mais automatisables et répétitifs, auquel cas on va profiter d'être ensemble pour les automatiser. Et vous sentez que ça fait un cycle vertueux où progressivement, les types de problèmes, les types de tâches qui arrivent
sont que des tâches qui méritent le groupe. Quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment fait une révélation. C'est génial. Le truc est génial. C'est vraiment un principe, c'est le principe de la paresse finalement. C'est le principe de dire une tâche répétitive et simple que j'aurais pu faire tout seul, on ne devrait pas la faire du tout. Ouais. On devrait lui faire un sort qu'elle ne revienne plus. Et donc, ce qui reste comme tâche, c'est des tâches qui méritent, qui sont plus compliquées et que je ne peux pas faire tout seul. C'est quasiment, ça se démontre quasiment. Et alors, c'est quoi les conseils que vous donnez sur une bonne implémentation du mob programming dans une équipe? Tu vois, c'est à quel rythme, quelle fréquence, alors ça, il n'y a pas de... Encore une fois, c'est contextuel. Je propose... Ce que je conseillerais volontiers, c'est de démarrer des trucs très nouveaux. Commencer juste par essayer le mob programming sur des choses au démarrage de nouveaux trucs tout neufs. Ou un nouveau service à créer. Une nouvelle fonctionnalité qu'on n'a jamais faite avant. Ça c'est des choses où c'est assez facile de se convaincre de l'intérêt de se mettre à plus. 3, 4, 5 personnes. Et puis ensuite, on en parle en rétrospective. On se demande si ça vaut la peine de généraliser ou pas. Il faut donner une chance. Ouais. Ah, donc tu parles quand même de rétrospective, donc tu prends quand même le Scrum dans le... Scrum ou pas, mais les rétrospectives, ça peut se faire en rituel ou ça peut se faire en continu même. Ouais. Linda Rising, elle proposait de le faire en continu avec des post-it. J'ai jamais fait en vrai, mais je pense que tout ce qui est ritualisé, je préférais qu'on le fasse en continu en vrai. Mais oui, la plupart des gens font ça. Et c'est une bonne idée de faire des rétrospectives si elles ne sont pas fictives. Parce que tu évoquais que le craft était un peu une réponse à l'agilité. Il y a quand même de l'agile dans le craft ou carrément. On n'en parle pas, on n'en a jamais parlé, mais c'est considéré comme une évidence. Ça, pour rappel, le craft, c'est ce qui manquait à Scrum pour refaire un extreme programming du pauvre. C'est-à-dire une pratique logicielle intégrée complète qui intègre comme la gestion de travail, d'une part, mais aussi le comment on le fait dans le code, d'autre part. C'est un tout. Ouais. Donc en fait, le craft est construit sur l'agile un petit peu. Tout à fait. Bon, en fait, après, c'est un secret de Polichinelle que on pourrait se passer de Scrum et du craft si on prenait juste XP. Mais bon, ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut. J'avais eu une... alors, certaines personnes m'ont dit que je faisais erreur, d'autres pas. Donc, t'en fais ce que tu veux. Mais j'avais évoqué l'idée à un moment que l'agile, en fait, c'est aussi un moyen, une organisation qui a été créée pour faire en sorte que les devs soient tranquilles et soient moins dérangés par les PO au final. Donc, à l'époque, on appelait ça les clients avant l'agilité. Et que du coup, c'était une méthodologie pour faire en sorte que le dev soit tranquille et qu'il puisse dev peinard sans être en permanence dérangé par un t'en es où, ah tiens, il faut faire ça aussi, ou ce genre de choses. Est-ce que du coup, le craft, tu nous parlais de reprendre la possession du code, il y a quand même aussi cette volonté dans le dev de se dire, c'est mon expertise, c'est mon métier, j'ai compris ce que vous voulez, maintenant, faites-moi confiance, on va y arriver. Alors oui, ça, à la fin, oui. Le fait, c'est comme... Bon, l'exemple, c'est toujours le même. Hein, c'est le dentiste. Quand on va chez le dentiste qui vous dit il faut 3 séances, est-ce que vous contestez? Vous ne pourrez pas me faire que 2, c'est trop cher. Le dentiste, il dit non, c'est ça ou rien, parce qu'il a des assurances aussi qui lui demandent de faire les choses dans l'état de l'art. Et puis même, il arrive que vous trouvez un dentiste qui vous fait moins cher, mais après, celui qui est plus cher, il vous explique que ses pratiques d'hygiène sont meilleures et qu'elles coûtent beaucoup plus cher. En 500... Ils ont l'avantage de pouvoir le baser sur des choses prouvées un peu plus scientifiquement. Nous, par contre, ça, c'est vrai qu'on pêche un peu là-dessus. Mais pour revenir sur ce craft, l'idée, c'est bien d'être économe. J'ai raté le début de la question. Excuse-moi. J'ai expliqué que l'agilité, c'est une méthode qui a été construite pour que le dev ne soit pas dérangé par le client. Et bien là, ça me faisait réagir parce que par contre, avant qu'on invente l'agile, ça dépendait vraiment. Il y a des entreprises où on travaillait très très contraint dans des grandes phases où les développeurs étaient en fin de chaîne avec des specs très très aboutis et donc il y avait presque plus de décisions à prendre. Il n'y avait plus qu'à traduire en code. Bon, c'était un peu minable. Mais il y avait aussi d'autres endroits où par contre c'était on fait ce qu'on veut et on est tranquille. Et donc, selon les endroits, l'agile a tantôt libéré, tantôt oppressé. Et j'ai l'impression aujourd'hui que l'agile pratiqué aujourd'hui avec Scrum, un peu strict, etc., ça opprime encore pas mal. Hein. J'ai même l'impression que ça a un peu opprimé un peu plus de monde, un peu plus généralement et un peu plus largement. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment gagné là-dessus. Et certes, en tout cas, ce n'était pas l'intention de l'agilité que de donner de la liberté aux devs de ce côté-là. C'était
Non, c'était de libérer, mais c'était pas de donner du temps pour faire ce qu'on veut, pour s'amuser, pour s'éclater. Non, c'était pas du tout ça. Au contraire, c'était exactement comme l'exemple du dentiste. L'idée, c'est bien de laissez-nous choisir sur les moyens et laissez-nous aussi quand même donner notre avis sur le comment on va s'y prendre et combien de temps ça va mettre. Si jamais il faut donner le temps. Mais bon, c'était... Bon, bref. Après, là, je commence à parler au passé, donc ça fait un peu vieux con. Je vais peut-être... on va peut-être arrêter sur ce sujet. Mais sur le... Et oui. Ok. Mais alors, du coup, et sur le craft, donc pour toi, l'idée, c'est de... c'est non plus du coup de... Enfin, si, c'est un peu la même logique, c'est dans ce que tu disais, en fait. C'est donner le moyen... C'est redonner le moyen aux devs de chiffrer et de contrôler et de maîtriser la production du code. Ouais, c'était pas, enfin ça c'est vraiment pas des choses, c'est jamais des choses qui m'ont intéressé. D'ailleurs, si tu me demandes comment estimer, j'en sais rien. Ouais. Et j'ai toujours laissé ça à d'autres. Que ça intéressait davantage, c'est vraiment pas mon truc. Si vraiment aujourd'hui je devais estimer, j'essaierais d'estimer à la façon de NoEstimate, c'est-à-dire en disant le nombre de trucs qu'on va faire dans ce sprint. Et pourquoi? Et ça c'est intéressant. C'est que vous savez qu'à chaque fois qu'on va donner une façon de... Parce que l'agilité, ça sert aussi à surveiller, à contrôler, à opprimer, pour le dire. À chaque fois qu'on donne comme ça un objectif, qu'on va surveiller une métrique et qui sert ensuite à dire si on a bien travaillé ou pas, à récompenser ou à punir, les gens intelligents vont forcément essayer de tricher un peu, parce qu'on n'aime pas ça, on n'aime pas être contrôlé. Et donc, la façon de choisir cet indicateur va nous encourager à tricher d'une façon ou d'une autre. Si on prend la vélocité comme métrique, par exemple, comment tricher? On surestime tout. Facile. Donc, OK, ça prendrait... On pense que ça met 2 jours, mais on va mettre 5. Tu crois qu'ils peuvent avaler 5? Ouais, on met 5. Il y en a qui font ça. Ouais, bien sûr, ouais. Et puis, c'est normal, c'est de l'autodéfense. Ouais. C'est de l'autodéfense, parce qu'après, on se fait taper dessus si on dépasse. À l'inverse, par contre, si on dit le nombre de trucs à faire, tricher, comment on fait pour tricher? On dit, on va essayer de faire la tranche la plus petite de chaque chose pour arriver à en faire le plus. Et au passage, on va apprendre à découper un travail en une portion. On va faire du Pareto de tout, quoi. On va apprendre à faire des petites tranches. Qu'est-ce qu'ils pourraient accepter comme première version de ce truc? Un truc hard-codé? Tu penses qu'ils peuvent? Ouais, ils peuvent. Bon, on peut le faire en une demi-journée. Et on essaye de faire comme ça plein de petits bouts les plus petits possibles pour en avoir le plus possible. Mais au résultat, on livre beaucoup de valeur. Tôt. Et là, par contre, c'est un win pour tout le monde. Donc ça, voilà, j'irais plutôt là-dessus s'il fallait estimer. Mais c'est vraiment pas mes thèmes préférés, là. Ouais, pas de souci. Alors, du coup, il y a aussi une question sur le craft. Tu as un petit peu commencé à répondre tout à l'heure, mais juste pour creuser le sujet. Est-ce que toutes ces bonnes pratiques, alors, tu vas peut-être me redire que c'est contextuel, mais est-ce que ça s'applique aussi bien aux petits projets qu'aux gros projets, où il y a quand même un moment où sur les petits projets, on n'a peut-être pas forcément le temps ou la capacité de mettre toute cette artillerie lourde avec. Eh ben exactement. Tu as répondu. C'est sur un... Alors, c'est pas la taille qui compte du projet petit ou pas, c'est plutôt qu'est-ce qui est le plus important. Si ce petit projet, c'est ta startup que tu démarres, survivre est le plus important. Si ce petit projet, c'est quelque chose, c'est le début d'un composant que vous avez déjà fait, vous êtes sûr que vous savez comment le faire, que vous avez bien compris, qui répond à un besoin qui est certain, et que donc il va durer longtemps, ok, là oui, on peut investir un peu plus. On va plus de qualité, parce qu'on sait qu'on va gagner. Je voudrais revenir sur ce point, c'est le point de le bon investissement. En fait, toutes ces décisions, c'est des décisions où on parie sur l'avenir. Et donc coder, si c'était juste coder pour que ça marche, ça on sait tous faire, on ajoute un if et on s'en sort. Pourquoi ça ne nous satisfait pas? Pourquoi ça ne nous satisfait pas de toujours s'en sortir en ajoutant un if de plus et c'est bon, on a livré? Parce qu'on demande un peu plus que ça. C'était une des grosses idées du craft, c'est que faire que le code marche, c'est le minimum. On veut des choses en plus. Et qu'est-ce qu'on veut de plus? On veut cette économie dans la durée. Cette économie dans la durée, par contre, le problème, c'est que ce qu'il faut faire pour avoir cette économie dans la durée, c'est prendre parti, parier sur le fait que, par exemple, quand on dit le code va être relu, c'est un pari, on n'est pas sûr qu'il va être relu. Il y a des bouts de code qui ne seront jamais relus. Bon, les statistiques sont quand même dans notre sens. Les statistiques, elles seront qu'en général, on va relire ce code. Quand on met des tests et qu'on garde le code très simple et qu'on le refactor pour qu'il soit très facile, on fait le pari qu'on devra le changer un jour. Est-ce que toutes les lignes de code changent?
Un jour, c'est pas prouvé, hein. Il y a des bouts de code il arrive qu'il y a quelques lignes qui aient survécu depuis 20 ans. Est-ce que ça veut dire que nos pratiques sont nulles pour autant? C'est des paris qu'on fait. Et donc, la conception, c'est bien de faire des choix de comment on va le faire parmi toutes les façons possibles de faire. Et comment on choisit? On a des pratiques. Ces pratiques, vraiment, pardonne-moi un gros mot, c'est des heuristiques. Quand on doit parier, on utilise des principes. Par exemple, un exemple d'heuristique, c'est vous sortez à Londres, est-ce que vous devez prendre un parapluie? Il y a l'heuristique qui dit quand on sort à Londres, on prend toujours un parapluie. Est-ce qu'il pleut toujours à Londres? Non. Est-ce qu'il y a des chances suffisantes qu'il va pleuvoir pour qu'il y ait besoin de prendre un parapluie? Oui. C'est spéculatif, mais ça marche. On prend un parapluie et en général, tout va bien. On s'en sert suffisamment souvent pour ne pas avoir l'air d'un couillon avec son parapluie. Ouais. C'est pareil pour les pratiques. Et donc, si, bien sûr, dans un contexte ou dans un autre, si tu sais que ton projet, par exemple, si tu fais un projet qui est jetable dans une semaine, c'est juste pour une conférence, est-ce que tu as besoin de faire toutes tes pratiques de qualité, machin? Tu vas le mettre à la poubelle dans une semaine. Alors après, il y a quand même un autre principe, c'est le principe de réalité. Tout le monde dit qu'on va le jeter dans une semaine. Après, tu as déjà vu que plein de projets qui ont été créés pour être jetables, ils sont toujours là. Donc après, tu combines avec ça et tu te dis, bon, qu'est-ce que je mets comme niveau de qualité dedans qui vaut la peine? Voilà. La qualité, c'est pas pour se faire plaisir, hein, c'est pour que ce soit rentable dans la durée, pour nous et pour les gens qui nous payent quand on est payé pour le faire. Ouais. Alors, le craft, c'est aussi une communauté. On a beaucoup parlé des pratiques et autres, mais ça ressemble à quoi cette communauté? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a 4200 membres dans cette communauté parisienne du Meetup, mais c'est très, très simple. Déjà, il y a 4200 personnes qui ont, au travers de plein de générations, de vraiment actifs à un instant donné, c'est quelques centaines de gens qui se rencontrent une fois par mois et en général, entre 20 et 80 se déplacent à chaque fois. Donc, c'est pas des groupes géants et c'est extrêmement sympa. Ça, c'est un truc vraiment, je suis vraiment ravi. C'est que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas en France, cette communauté est toujours, dans la plupart des villes en France, mais à Paris en particulier, c'est vraiment sympa. Pourquoi? Je pense que ça vient quand même du fait de l'idée de base. L'idée de base, c'est de se dire, c'est une posture basse. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre, donc j'arrive avec mon humilité. Et les formats des soirées, c'est des formats où en fait on fait des groupes de discussion. Tous les volontaires peuvent présenter des thèmes. Et les thèmes, ça peut être des questions. C'est-à-dire, tu te poses une question sur comment, je ne sais pas aujourd'hui, comment tester de la synchrone. Voilà, c'est ta question ce soir. Et donc, tu la proposes à tout le monde. Et puis, les gens votent rapidement avec des petits bouts de papier un protocole à 2 balles. Et ensuite, si ce sujet est suffisamment de votes, il y a un groupe, tu dis, dans le coin là-bas, on va parler de ça. Des gens se regroupent autour de toi. Et tout ce que tu as fait, c'est amener une question. Et parmi les gens que ça intéresse, ensuite, ceux et celles qui ont le courage de parler, personne n'est forcé, vont tout de suite dire tout ce qu'ils savent déjà de leur réflexion sur le sujet. Et donc, par exemple, quelqu'un va citer un livre de Steve Freeman et Nat Price qui explique comment le faire, avec les pièges qui vont bien. Et en un quart d'heure, tu as fait ta veille technique sur ce sujet. Ça, c'est génial. Et puis après, si tu en as marre, tu quittes le groupe et tu vas dans un autre groupe. Si les conversations restent intéressantes, tu restes et tu continues d'apprendre. Si tu as envie de réagir, au début, tu n'osais pas, tu étais timide, tu as envie de réagir, tu commences à réagir. Et la conversation continue. Et au bout de 45 minutes, le maître de cérémonie, aujourd'hui c'est ma collègue Dounia, coucou Dounia, elle va dire vous avez l'occasion, vous pouvez arrêter. Si le sujet vous intéresse toujours, vous pouvez toujours continuer, mais dans un groupe, vous continuez ailleurs. C'est aussi simple que ça. C'est juste des gens qui se retrouvent. Il y a à boire et à manger en général, on est invité avec des sponsors. C'est juste des gens qui se retrouvent pour améliorer leurs compétences modestement et simplement de façon collaborative. C'est tout simple, aussi simple que ça. Donc en fait, le craft, c'est des gens qui se regroupent entre eux pour se partager des épisodes du podcast IFCTD. C'est ça en fait. Par exemple, tout à fait, oui. C'est un moyen. Mais c'est dans la même démarche, oui. C'est dans les marges de partager. C'est juste que le micro tourne tout le temps. Il n'y a pas de micro. Voilà. Et donc, c'est d'ailleurs un message. N'hésitez pas si un jour vous pensez. Et puis, oui, les gens qui viennent, et puis à un moment donné, quand tu as fini d'apprendre, tu penses que tu as fait le tour des sujets là, tu vas il y a d'autres meet-up pour continuer la discussion, pour prolonger. Tu peux aller dans des choses plus techno, tu peux aller dans d'autres choses encore plus pointues. Il y a de tout à Paris en meet-up, il y a plein de trucs, et puis en ligne, bien sûr. Donc, on a des étudiants qui viennent, on a des même pas étudiants encore, on a même des gens qui se tâtent avant de faire une reconversion. Est-ce que ce métier m'intéresse? Est-ce que c'est bien fréquenté? Est-ce que les gens sont gentils dans ce métier?
Et d'aller à ce meet-up, c'est une façon aussi d'avoir foi dans le fait que oui, il y a plein de communautés de gens super sympas dans du développement logiciel. Et ce qu'on n'a en général pas dans ce meet-up, c'est des gens agressifs, c'est des gens arrogants. Il y en a très peu, hein, c'est vraiment très rare. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand même un fait. De la même façon que chez Arola, j'ai vraiment une bénédiction d'être vraiment super bien entouré de gens très très cool. Je pense que le craft amène une posture de base quand même qu'on considère qu'il y a toujours tellement à apprendre on n'a jamais fini, quoi. On n'a jamais terminé. Et donc forcément, ça ramène un peu, ça remet un peu à sa place. Je vois. Pour terminer, est-ce que tu penses que toutes ces bonnes pratiques, donc le craft en général, devrait avoir sa place à l'école? Alors carrément, c'était l'objet de notre livre avec mes collègues chez Duno. Il s'appelle Softwarecraft. Chez Duno. Et ce bouquin, on l'a conçu comme le manuel pour accompagner, pour justement guider un programme d'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a banni tout le jargon inutile. Il reste du jargon, mais c'est celui qu'on n'a pas pu retirer. On a gardé les mots anglais d'ailleurs, pour garder la familiarité avec les mots que tout le monde utilise dans l'industrie. On a retiré, tu sais, quand on fait ce genre de truc, la tentation est grande de montrer tout ce qu'on sait. Et Dieu sait qu'on en sait, en fait. Mais j'ai fait attention à dire non, ça, vous voulez vraiment le mettre? On le met en note de bas de page. Mais le texte doit rester l'essentiel de ce qu'il faut vraiment savoir. Et puis c'est tout. Le livre ne doit pas être trop long, de toute façon. Et l'autre point, c'est qu'on a mis dedans que des choses qui sont établies. Il n'y avait plus de débat. Donc des sujets que des enseignants peuvent mettre dans leur cours sans se préoccuper de suivre une opinion plutôt qu'une autre. Enfin, au moins dans la communauté craft, c'est des choses, communauté craft mondiale, c'est des choses établies. Il n'y a plus de débat. Okay. Donc, voilà, il n'y a pas de polémique inutile, etc. Et tout ce qui est polémique, ça attendra pour peut-être un deuxième livre. Mais est-ce que tu penses que c'est des choses qui manquent aujourd'hui dans les cursus? Alors, ça manque dans certains endroits, mais il y a plein d'enseignants qui n'ont pas attendu le livre pour le faire. Je pense à Isabelle, par exemple, qui, si elle nous écoute, coucou, qui fait ça depuis des années. Il y en a d'autres, tous ses collègues et d'autres, dans les IUP, tout ça. Il y a plein d'enseignants qui ont pas attendu pour mettre du craft dans leur programme. Ouais. Pour terminer, du coup, on mettra en lien, bien évidemment, dans la description de l'épisode, un lien vers ton livre sur le craft. Est-ce que tu aurais... Notre livre, oui. Votre livre, pardon. Est-ce que tu aurais une autre ressource à conseiller sur le craft ou sur autre chose, sur un truc en particulier, que ce soit un livre, une chaîne YouTube, un compte TikTok, une série télé sur Netflix, sait-on jamais. Oula. Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de recommander un petit peu à tous nos auditeurs? Bon, alors, les meet-up craft, évidemment, les meet-up Arola aussi, où on fait toutes sortes d'ateliers. C'est des extraits de formation que vous pouvez suivre directement dans nos meet-up. Donc ça, c'est la petite pub. Sinon, je conseillerais, peut-être que je vais être un peu contre-courant, mais je conseillerais de lire des livres, papier ou pas, ou électronique, mais des livres de forme longue. Parce que c'est vrai que quasiment tout le contenu, on peut le trouver sur Internet, comme ça, en consultation rapide, en microblogging, en tout ça. Mais un livre, c'est quand même l'occasion de prendre un peu de recul et de gagner du temps, finalement. On a, dans une forme longue, on a un exposé du début à une fin sur un sujet complet. Et en l'occurrence, si je vous en conseillais un, qui me tient à cœur, ce serait Martin Fowler, le livre Pattern d'analyse, qui est vraiment très méconnu. Et à mon sens, c'est le premier livre de Domain Driven Design en réalité. Et il est très concret. C'est des modèles, c'est des modélisations de différents métiers exposés. Et si vous ne pensez pas que c'est utile pour vous, en fait, changez d'avis parce que c'est les patterns présentés, même si c'est dans du médical et vous ne faites pas du médical, vous en aurez besoin un jour ou l'autre. C'est que des trucs que vous pourrez réutiliser, réappliquer. Oui, c'est vieux. La notation, c'est de l'OMT, c'est même pas de l'UML. C'est d'avant l'UML. Mais tout ce qui est dedans, ça reste utile. Et même si vous le faites en TypeScript, vous saurez directement le faire de la même façon en TypeScript. Ça n'a pas pris une ride. Okay. Donc, c'est ce genre puis bien sûr, Domain Driven Design, mais celui-là, par contre, je ne vous conseille pas de le lire. Je vous conseille plutôt de le découvrir avec d'autres humains, d'abord. Okay. Il est trop dur à lire. Top. J'aurais une dernière question pour toi, Cyril, qui est la question rituelle du podcast FCTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Je m'en fous complètement. Moi, c'est l'IDE. Je fais tab et c'est l'IDE qui le fait. Il me semble qu'il remplace le tab en espace. Ok. Écoute, top. Merci beaucoup, Cyril, pour cette discussion. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'aimerais du coup faire aussi une petite mention spéciale à 3 personnes. À Awesome Rust pour sa mention sur Twitter du podcast cette semaine.
qui a quand même généré pas mal d'écoutes, pardon. À Quiet Strength aussi, qui a mentionné le podcast naturellement, à quelqu'un qui demandait des bons podcasts tech, et sur Twitter aussi. Donc ça, c'était cool. Et merci à Laura pour son commentaire sur Apple Podcast. Un petit commentaire 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Avec un petit commentaire qui disait « Super choix d'invités, ils ont tous quelque chose à nous apprendre ». Et je suis d'accord, effectivement. Des gens effectivement comme Cyril qui viennent nous apprendre des choses. Moi, ce podcast, je l'ai créé pour faire ma veille et je me suis dit, autant que ça serve à d'autres en même temps. Donc, j'ai appris énormément de choses grâce à ce podcast. Donc, je suis ravi que ça permette aussi à d'autres de partager autour. Je vous remercie beaucoup de continuer à partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.